Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Voici le sommaire. Nous sommes le 14 décembre et vous avez jusqu'à minuit pour vous faire recenser. Démarré le 8 novembre dernier, l'opération de recensement général de la population et de l'habitat prend fin aujourd'hui. L'objectif de 95% a été dépassé selon la ministre du Plan et du Développement Kabaniale. Vous entendrez l'avis des populations sur cette opération dans ce journal. Et puis dans ce journal également, nous ferons un tour au Burkina Faso où Lassina Zerbo, le nouveau Premier ministre, a formé son équipe gouvernementale hier. C'est une équipe resserrée composée de 25 membres qui enregistrent le départ de 19 ministres et la création de nouveaux ministères. Cette nuit, à minuit, l'opération de recensement général de la population et de l'habitat prend fin. Cette opération a débuté le 8 novembre dernier. L'objectif de 95% a été dépassé selon la ministre du Plan et du Développement Kabaniale. Les populations se prononcent sur ce dénombrement dans ce reportage de Nadia Idja et Mathieu Rambadé. Le temps imparti pour recenser la population prend fin ce 14 décembre à minuit et clôt ainsi la 5e opération de recensement général de la population et de l'habitat, RGPH. Une opération exécutée en 37 jours et qui permettra d'améliorer les conditions des populations. C'est très important pour quand même une nation, déjà connaître le nombre de citoyens dans son pays. Et je crois que ça fait partie aussi du développement. Il faut connaître le nombre de populations. Et en fonction du nombre de populations, qu'on peut créer certaines infrastructures pour que vraiment le pays avance. On ne peut pas vivre dans un pays sans connaître les habitants. On ne peut pas vivre dans un pays sans connaître le nombre de personnes qui y vivent. Donc pour moi, c'est normal, c'est important. Savoir combien nous sommes dans un pays pour pouvoir améliorer le développement et tout ça. C'est vraiment utile. C'est comme un père de famille. Un père de famille doit connaître le nombre de ses enfants. Quand la population est identifiée, on sait quels sont les problèmes qu'on peut résoudre au niveau national. Environ 40 000 agents, dont 28 000 dédiés aux ménages, ont parcouru villes et villages du pays pour une juste évaluation de la population. Si l'opération est saluée de tous, certains doutent de la totale fiabilité des chiffres qui seront annoncés. Côté fiabilité, je ne pense pas trop, franchement. Parce que vu la manière dont elle notait les informations, c'est sur un bout de papier. Ça peut se perdre à tout moment. Ça a été vraiment un processus un peu trop court, à mon sens. L'information n'est pas passée. Si moi, je ne suis pas informé, il y a beaucoup d'hommes comme moi qui ne sont pas informés. Surtout, nous sommes en ville, mais au village. Le 5e recensement général de la population qui s'achève dans quelques heures a coûté environ 24 milliards de francs CFA. À la date du 12 décembre dernier, le taux de progression était de plus de 95% dans les 2 tiers des 31 régions de Côte d'Ivoire. Dans la ville d'Abidjan également, l'avancement compris entre 90 et 95% était jugé satisfaisant par la ministre de tutelle. Le RGPH 2014 a enregistré plus de 22 millions d'habitants en Côte d'Ivoire. Les pompiers civils réclament un statut particulier. 72 heures après l'adoption de la motion de grève en Assemblée générale à Grand-Bassam, les pompiers civils sont passés à l'action. Ils désertent désormais les services à partir de 16h30 et les journaux ouvrés. Par ce mouvement d'humeur, ils entendent obtenir la reconnaissance de leur statut particulier. Appelés à servir en cas de besoin, donc au-delà des heures et jours non ouvrés de la fonction publique, ils souhaitent la prise en compte des spécificités de leur métier. Le reportage de Thiemé Dandje et de Fulgence Kissid. Grand-Bassam, il est à peine 17h. La base des pompiers civils est déjà déserte. À l'intérieur, un chat monte la garde. Ceux qui devraient le faire sont plutôt dehors. Ils y devisent sans état d'âme pour toute urgence qui pourrait survenir. Donc on n'a plus de service jusqu'à ce que 7h arrive encore. S'il y a une urgence, les requérants se référer à nos grands patrons qui vont décider. Sinon, nous, on n'a plus de service. Grève, mouvement d'humeur, les concernés n'en disent pas plus. Ils évoquent plutôt la finalité. Selon un décret
le décret numéro 2012-04 du 11 janvier 2012 qui dit à son article 1 qu'un fonctionnaire doit travailler de 7h30 jusqu'à 16h30, sans oublier qu'à 12h30 jusqu'à 13h30, il y a une pause. Et l'article 2 de ce décret dit, pour qu'on change ses horaires, il faudra un arrêté conjoint du ministre en charge de la fonction publique et le ministère technique, c'est-à-dire nos ministres de tutelle. Ils doivent se mettre ensemble, signer un décret, un arrêté conjoint plutôt, pour changer nos horaires de travail. Comme ça se fait chez les médecins, dans les autres corps. Donc nous, si on attend que pour nous soit fait. Meneur du mouvement, ce syndicaliste a fait savoir que ses camarades exécutent un mot d'ordre arrêté au terme de la dernière Assemblée générale, à savoir se conformer strictement au statut de fonctionnaire qui leur est reconnu, mais qu'ils reviendraient à de meilleurs sentiments dès que l'acte querellé va être vidé. Pour que ça change, l'article 2 a été précis. Il faudrait qu'il y ait un arrêté conjoint du ministre en charge de la fonction publique et notamment du ministre technique. En ce qui nous concerne, c'est le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. C'est cet arrêté-là qui va déterminer les nouveaux horaires adaptés à notre corps de métier. C'est ce que nous attendons, la signature de cet arrêté conjoint. Nous lançons un appel, un appel respectueux au président de la République, à son excellence, monsieur le président de la République, pour qu'il soit ce pompier-là qui vient secourir les pompiers civils qui sont dévastés par la misère. En attendant, ils disent être prêts à exercer pleinement leur mission conformément à leur serment, mettant ainsi la balle dans le camp de la tutelle. À vous venez les pompiers, nous irons jusqu'au bout, s'il faut périr de nos vies. Cap sur Cocody Riviera 3, à la direction générale de l'Office national de la protection civile. C'est motus bouche cousue. Le directeur général Amankou Kassi Gabin décline tout entretien sur le sujet. On observe dans le paysage ivoirien la multiplication des agrotransformateurs locaux. De plus en plus, le secteur de la petite transformation intéresse et les produits mis sur le marché sont empreints de qualité à plusieurs niveaux, l'hygiène, l'esthétique et le goût. Le reportage de Nadia Ija. Fini l'emballage dans les sachets plastiques mal présentés. Les produits locaux du terroir ont de plus en plus fière allure. De la purée de piment dans des bocaux ou encore du jus de cacao en bouteille, des produits issus des mains des petits transformateurs locaux. Nous faisons le piment, huile de piment, nous faisons le piment relevé, nous faisons le thé, nous faisons le cacao, on appelle cacao zué, la boisson de cacao. C'est un groupe de personnes qui sont emboîtées. Pour ces entrepreneurs, la plupart des femmes, c'est une façon de joindre l'utile à l'esthétique. Le produit, on mange quotidiennement. Donc il faut transformer pour que le jour où il n'y en a pas, on puisse en avoir et garder pour que les autres qui n'ont pas eu, parce que quand il n'y en a pas, c'est cher. Grâce à cette alliance entre le beau et l'efficace, les produits ivoiriens sont de plus en plus présents dans les rayons des supermarchés et rivalisent bien avec les marques importées. C'est une initiative que j'avais même suggérée au niveau de la FEDECI pour que les inventeurs et innovateurs ivoiriens exposent leurs produits dans les halls des supermarchés. Ça prouve que l'Afrique a des valeurs et ça prouve que tout ne peut pas quitter d'ailleurs. On peut conserver tout ici, utiliser tout ici. On a le droit aussi d'avoir nos propres produits qui sont utilisés chez nous. Moi, je conseille aux gens de beaucoup utiliser les produits de chez nous parce que c'est bio. On fait une politique pour dire aux artisans, produisez des choses de qualité. Quand vous avez mis en valeur que c'est vraiment de bonne qualité, celui qui achète aujourd'hui sera obligé de vous recommander. Au-delà de ces espaces commerciaux, ces entrepreneurs enchaînent salons et foires pour se donner de la visibilité, comme c'est le cas de Jeanne Huyer, productrice de vin fait à base de bissap. 2020 est une grande opportunité. Il y a eu beaucoup de rencontres. Il y a eu des personnes qui nous ont contactés pour d'autres affaires et ça nous fait vraiment plaisir. Il y a beaucoup d'artisans qui ont besoin de soutien pour pouvoir mieux s'exprimer. Voilà. Et nous valorisons le produit du terroir. Ça fait du bien, ça part de la Côte d'Ivoire et nous avons beaucoup à prouver. Il faut que les gens nous fassent confiance.
Autant d'efforts qui attendent d'être appuyés par le gouvernement. À l'occasion de la célébration de la journée de l'entrepreneuriat féminin, la promotion accrue des produits locaux dans les grandes surfaces était l'une des recommandations des femmes entrepreneurs. On poursuit avec cette conférence de presse du président de l'UNJCI. Jean-Claude Coulibaly a fait des précisions sur la 23e célébration de la Nuit des Ebonies, un rendez-vous important pour les journalistes. Au menu, une conférence débat, la dédicace des ouvrages de journalistes en crosse populaire et une immersion au jardin botanique de la ville, le tout couronné par la remise des prix. Les précisions de Thierry Dondier. La course au Graal médiatique ivoirien aux mains de Marcel Aka, Super Ebony 2020, prend fin samedi prochain. Ce jour, son successeur parmi 28 plumes et micros nominés va être connu. Ce, lors de la 23e nuit des Ebonies intégrés dans les 72 heures d'attraction pour magnifier l'excellence dans le secteur des médias. Face à la presse, le président de l'UNJCI décline le programme des festivités du week-end des Ebonies qui s'ouvre ce vendredi. 10 heures, nous devons commencer l'inauguration du village Ebony avec les stands de nos différents partenaires qui vont exposer leurs produits et tous ceux qui sont avec nous, par exemple au niveau des journalistes qui ont fait plus ou moins des œuvres qui voudraient exposer, ceux-là aussi seront de la partie. À l'hôtel président, ce sera le panel autour du thème de cette année qui est journalisme et fake news, défi ou défiance. Demain, nous serons le samedi. On aura le cross populaire dans les rues de Yamoussoukro. Après avoir créé, il faut se récréer. Et la meilleure manière de se récréer, c'est aussi dans le sport. Outre les prix décernés aux meilleurs journalistes de l'année, cette édition va être marquée par la remise des bonnies d'honneur aux confrères qui ont semé la cohésion et la solidarité, œuvrant ainsi à éviter à l'UNJCI une implosion. Notons qu'à l'instar des plumes et micros, à l'assaut du Super Ebony, 3 sont en lice pour le prix du meilleur présentateur. Parmi ces nominés, Ali Diarra-Souba, lauréat de l'édition précédente, encore favori pour se succéder à lui-même. Direction Abata, dans la commune de Bingerville. La succession au niveau de la chefferie du village Abata a occasionné des conflits et mis à mal la cohésion sociale. La lutte pour le pouvoir a enregistré des dégâts matériels importants. Le maire Youssouf Doumbia et les doyens Atchon en médiation ce mardi invitent les jeunes à enterrer la hache de guerre, selon les explications de Pierre Dipomélin et de Fulgence Kissiedou. Ville Abata, rencontre publique sur la place du village. Les violences qui ont eu cours lors de la succession à la tête de la chefferie du village font maintenant partie du passé. Le maire Youssouf Doumbia et des doyens Atchan sont venus décrisper l'atmosphère. Les jeunes qui étaient en première ligne sont invités à la tolérance pour donner une chance à la cohésion sociale. Ce soir, il était important pour nous de venir avec nos frères de la cellule chargée des actions sociales dans les villages Atchan et de la cohésion, pour venir s'enquérir de la situation et présenter nos Yako de la nation et demander à ces personnes-là le pardon, que l'âme des forts. Après 2 heures de rencontre, je pense que le retour est favorable. C'est inconcevable que pour le processus, sinon la passation de charge entre les anciens Doubo et les Djaba, qu'il y ait des blessés par balle, des blessés à l'âme blanche. Mais c'est difficile pour un seul arrêté. Nous sommes venus dans ce village pour prôner la paix. Il y avait une avancée notable. Mais malheureusement, après, ça a pris d'autres tournures que nous ne maîtrisons plus. Donc, nous lançons également un appel au préfet. Au préfet qui est le gouverneur de la ville d'Abidjan, que le préfet associe les forces vives au niveau du peuple Atchan pour l'accompagner dans ce processus de réconciliation, sinon d'établissement de la sécurité et la paix dans nos villages. À ce moment précis, le pays entier prône la réconciliation. Tous les hameaux, les villages, les villes prônent la réconciliation. Abata prônera la réconciliation. Abata est favorable pour la réconciliation. Nous irons à la réconciliation. J'ai toujours demandé par vos voix, par les voix des médias, que ceux qui sont partis rentrent. C'est chez eux. Nous sommes des frères, nous sommes des sœurs.
Personne n'est propriétaire ici. Tous nous sommes venus ici retrouver nos parents là. Alors je leur demande encore une fois de regagner le village, que je m'arrangerai en tant que responsable pour que la paix revienne et qu'eux aussi regagnent leur village. Joseph Abito, le chef légal qui a reçu l'arrêté préfectoral, a fait face aux partisans de Jomo Hyacinthe, son rival. S'en est suivi de violents remous dans le village. Il a fallu l'intervention musclée des forces de l'ordre pour imposer le calme. Le lavage auto, un business juteux et de plus en plus prisé par les entrepreneurs. On en trouve dans tous les quartiers, chacun y va de son style. On a des lavages modernes ou traditionnels selon les quartiers. Ils lavent 30 à 50 véhicules en moyenne par jour, en dépit de quelques difficultés. Si certains apprécient leur cas de travail et le bénéfice qui en découle, d'autres par contre espèrent le moderniser. Le reportage de Jean-Michel Quadio et d'Éric Kimo. Trècheville, non loin de la gare lagunaire. Sous le pont de Gaulle, plusieurs jeunes ont élu domicile depuis plus de 16 ans. Eux, ce sont les laveurs automobiles. Contrairement à d'autres qui utilisent des pompes à eau et plusieurs autres appareils modernes, eux, ils se servent plutôt d'un puits. On a creusé les puits, puis quand on a creusé, on goûte notre eau là, c'est pas salé. Donc c'est ça on peine pour laver les voitures. Savon, éponge, seau, tout y est pour un bon service. Ce lavage traditionnel accueille en moyenne entre 30 et 50 véhicules par jour pour un coût qui varie selon les véhicules et les prestations. Le tarif oscille entre 500 francs et 2000 francs CFA. Les taxis couleurs, lavage simple, on le fait à 500. Si c'est lavage complet, là, on peut le faire à 2000. Ça m'a si peut-être si on a eu 25, 26 comme ça. On n'a qu'à revoir notre cas pour nous soutenir, on va rester pour travailler. Même constat dans la commune de Marcory résidentielle. Dans ce lavage, un peu plus moderne, Nemlin Tagba Franck est laveur auto. Il a dû s'adapter à un nouveau mode de vie, faute de moyens financiers. Après son échec au bac il y a 3 ans, il a opté pour le lavage des véhicules en vue de se faire de l'argent et poursuivre son rêve, celui d'être gendarme. Cela lui va très bien. Franck empoche chaque soir 3500 francs CFA, une somme qu'il trouve satisfaisante. Très souvent, on peut recevoir jusqu'à, on peut dire 160, 80 voitures comme ça. Mais les voitures, ça varie. Il y a des personnels comme il y a des taxis. Bon, pour ces petites voitures que vous voyez là, ça c'est à 1000 francs le laver aspiré. Et puis les grandes voitures, on fait ça à 2000 francs. Grâce à ce travail, je suis vraiment, on peut dire, un peu à l'aise. Direction Cocody-Angré. Dans ce lavage auto, tout est organisé de façon à attirer le maximum de clients. Chacun est muni d'une chasuble orange, aspirateur, pompe à eau, citerne, chiffon. L'accent est mis sur un service de qualité. Ici, ils sont au total 8 laveurs automobiles. Parmi eux, Yapo Yapo Junior. Hier, gérant de cabine, il est passé aujourd'hui à un métier qu'il apprécie bien. Il est rémunéré en fonction de sa prestation. Sur une voiture lavée à 3000 francs, il empoche 900 francs. Par jour, ce sont plus de 50 véhicules lavés et les week-ends environ 100. Je trouve que le travail est bon. C'est bon et puis bon. Je ne fatigue pas trop puisque les matériels sont consistants. Le métier qu'il fait vraiment, ça me permet de me prendre en charge et vraiment j'aime ça. Ce client est un habitué de ce lavage depuis maintenant 2 ans. Selon lui, le tarif est proportionnel à la prestation. Le tarif, non, c'est pas trop élevé vu qu'ils font une bonne prestation. Bon, concernant le travail, le service est efficace, donc pour moi, c'est bon. À Abidjan, les lavages auto permettent à plusieurs jeunes de s'en sortir financièrement. Seulement, plusieurs sont encore dans des conditions peu modernes. Au Burkina Faso, le tout nouveau Premier ministre, Lassina Zerbo, nommé le 10 décembre dernier, a formé son équipe. C'est une équipe resserrée de 25 membres qui enregistre le départ de 19 ministres et la création de nouveaux ministères. Il a lancé un appel à la cohésion et à la tolérance, au pardon, pour, je cite, que l'on puisse s'unir parce que c'est à l'unisson que nous pourrons vaincre ou être mieux. Les explications de Yeli Traoré. Le président Roch Marc Christian Kaboré a nommé un gouvernement de 26 ministres, contre 34 dans le précédent qui avait été limogé mercredi, accusé d'être incapable d'enrayer les attaques terroristes. Plusieurs ministres sont toutefois reconduits
y compris dans des ministères clés comme la défense, la sécurité et l'économie. L'ex-chef de file de l'opposition Zéphirin Diabré est également maintenu au ministère de la Réconciliation nationale. Seuls 10 nouveaux ministres font leur entrée dans ce gouvernement pour 19 départs, certains portefeuilles ayant été fusionnés. Le nouveau Premier ministre, Lassina Zerbo, a appelé à la cohésion et la tolérance pour lutter contre la violence djihadiste qui frappe le pays. C'est à l'unisson que l'on pourra être mieux engagé pour vaincre le terrorisme. Je ne ménagerai aucun effort pour continuer l'œuvre entamée et d'être à l'écoute du peuple. On essayera de contacter toutes les composantes avec l'appui du chef de l'État pour qu'on puisse nous comprendre et gagner la confiance du peuple. Le président Kaboré a appelé lors d'un discours à la nation vendredi le pays à consentir l'effort de guerre contre le terrorisme. Nos forces de défense et de sécurité ainsi que nos volontaires pour la défense de la patrie ont besoin de notre soutien. C'est pourquoi je lance un appel à l'ensemble des filles et des fils de notre nation à consentir l'effort de guerre, chacun en fonction de ses possibilités. Le gouvernement recevra les instructions nécessaires pour la mise en place d'un dispositif de collecte et de gestion transparente des contributions. Comme ses voisins maliens et nigériens, le Burkina Faso est pris depuis 2015 dans une spirale de violence attribuée à des groupes armés djihadistes affiliés à Al-Qaïda et au groupe État islamique qui font au moins 2000 morts et 1,4 million de déplacés. Les attaques qui visent civils et militaires sont de plus en plus fréquentes et en grande majorité concentrées dans le nord et l'est du pays. Et c'est au Burkina Faso que se referme ce journal. Merci de votre fidélité. Prenez soin de vous et à demain.